qu'est-ce qu'un fait social total? La définition a été donnée par Marcel Mauss, ce père de l'anthropologie, dans son essai sur le don, dans le souci de définir ce qu'est la réalité sociale. Et cela part du principe que tout fait social, tout système dans notre société implique autant les individus que les groupes sociaux dans leur totalité et dans leur complexité. Il faut donc appréhender l'individu et la société comme un tout, une convergence de caractéristiques qui le définissent, dont aucune ne prévaut et qui en plus sont toutes soumises au regard subjectif de l'observateur. Un individu, par exemple, se définit par des caractères individuels qui lui sont propres, familiaux, sexuels, religieux, professionnels, économiques, mais aussi à travers des caractères anthropologiques communs à l'espèce, physiques, physiologiques, psychologiques et sociologiques. On ne peut pas le morceler. C'est une globalité dont la compréhension, en extrapolant, rend compte de l'humain dans sa totalité. Et bien en cela, la mode est un fait social total, puisqu'elle est simultanément artistique, économique, politique, sociologique, et qu'elle touche plus globalement à des questions d'expression de l'identité sociale. Pardon de vous assommer avec cette définition, mais comme c'est le titre que j'avais donné à cette communication, il fallait bien que j'en dise le propos. Pour nous parler de cette mode qui gère à notre insu bien souvent la relation que notre corps entretient avec ses parures, personne n'était mieux placé que Frédéric Godard pour nous en parler avec son regard aiguisé de sociologue éminent spécialiste de ces questions, tout à la fois enseignant dans de grandes universités et écoles et consultant de grands groupes à travers le monde. Il est l'auteur tout à la fois d'une passionnante sociologie de la mode, très bon bouquin, et d'une BD, c'est autre chose, mais fort amusante, sur la mode déshabillée avec la complicité de la dessinatrice Zoé Touron pour comprendre la mode dans tous ses paradoxes. Merci Frédéric Godard pour finir cette journée, de nous tendre ce miroir où toutes les facettes finalement de notre société se réfléchissent, le monde de la mode. Merci à l'audience, à ceux qui sont restés, ceux et celles qui sont restés. Voilà, donc je suis professeur de psychosociologie des organisations, ça fait 13 ans, je ne sais toujours pas ce que c'est que cette discipline. Donc on va dire que je suis sociologue, voilà, ça va être plus simple. On va parler d'un sujet important qui est la mode. Comme Jacques l'a rappelé, j'ai écrit plusieurs livres sur le sujet. Penser la mode, c'est réfléchir à la mode d'un point de vue philosophique, d'un point de vue sociologique, donc, où j'ai réuni les grands textes, un livre de sociologie, où je parle des 6 principes de la mode sur lesquels je vais revenir tout à l'heure. Et avec cette bande dessinée, j'ai réalisé un de mes rêves d'enfant, qui est de devenir un personnage de bande dessinée moi-même. Puisque le petit personnage jaune que vous voyez là, c'est moi. Donc là, je remercie Casterman pour avoir fait ça. C'était un de mes fantasmes, voilà, c'est réalisé. Donc c'était formidable. On va parler de 3 choses. Donc mon intervention va être en 3 temps. Donc la première partie, c'est la mode comme parure et fait social total. Jacques a donné une définition du fait social total, je vais être très rapide là-dessus. Mais j'aimerais revenir sur la notion de parure, qui est centrale en sociologie, qui est très importante. Ensuite, je vais parler des 6 principes de la mode. Donc à travers l'histoire, on va voir comment la mode, telle qu'on la connaît aujourd'hui, a émergé historiquement et sociologiquement, et comment en fait elle intègre tous les aspects de la société. Donc ce que Jacques a dit sur cette mode fait social total, c'est pas quelque chose qui a toujours été là, c'est quelque chose qui existe maintenant. Et ensuite, je parlerai de l'évolution future de la mode avec l'émergence de nouvelles technologies comme la réalité virtuelle, blockchain, réalité augmentée, etc., etc. Et on va voir comment potentiellement la mode va changer fondamentalement et aussi comment elle annonce d'une certaine façon des évolutions futures et potentiellement la disparition, virtualisation du corps. Et donc on fera le lien avec le sujet de la journée. Voilà. Alors, la mode, c'est une forme de parure. Hein, donc, et on a un sociologue très célèbre qui s'appelle Simmel, qui a écrit là-dessus, et qui nous dit que la parure, c'est quelque chose de relationnel, donc qui nous lie avec les autres. Je crois que c'est un thème qui était central, le parfum nous relie, la bijouterie nous relie, le vêtement nous relie. Et il écrit ceci: on se pare pour soi, et cela se peut seulement lorsqu'on se pare pour autrui.
Donc quand on s'habille pour nous, on s'habille aussi pour les autres. Et c'est là une des combinaisons sociologiques les plus remarquables. Un acte fait exclusivement pour mettre en valeur son agent et en accroître l'importance n'atteint son but qu'en offrant à autrui un spectacle agréable. Donc à travers la parure, à travers le vêtement, on offre quelque chose à quelqu'un d'autre. Et donc c'est ce lien que nous allons explorer. Alors d'où vient la mode ? C'est une grande question. Les historiens débattent. On va dire qu'elle vient de loin. On retourne dans l'histoire. Donc on dit que la mode moderne, elle a émergé en Bourgogne, dans les cités-États d'Italie du Nord, autour de la Renaissance. Mais en fait, la vérité, c'est que si on retourne à l'époque romaine, chez les Grecs, il y a déjà des phénomènes de mode. Par exemple, Pline l'Ancien qui parlait de la façon de porter ses anneaux. Platon le mentionne aussi, etc., etc. Et si on va dans d'autres civilisations, comme au Japon, on emploie des termes comme imamekashi, qui veut dire être à la mode. Donc en fait, la mode moderne, telle qu'on la connaît, c'est quelque chose de relativement récent, quelques siècles. Mais si on creuse bien, les historiens nous disent qu'en fait, elle vient de loin. Et ce qui se passe récemment, c'est une accélération exceptionnelle et peut-être incontrôlable de la mode, avec plein de nouvelles choses qui arrivent. Donc, comme j'ai dit, une nouvelle technologie. Ici, on peut voir la réalité virtuelle. Pour ceux d'entre vous qui jouent à Fortnite ou qui ont des enfants, des petits-enfants qui jouent à ces jeux, la mode, avec des marques comme Balenciaga, fait une apparition dans ces univers. Donc, j'ai un fils qui a 9 ans et qui en connaît plus sur certaines marques de mode que moi, quoi. Voilà, parce qu'il est exposé à travers ces canaux. Et vous allez voir que toutes les grandes marques de mode, peu à peu, vont y aller. On a des objets connectés. Qui aurait dit, il y a ne serait-ce que 10 ans ou 15 ans, qu'on allait avoir des montres qui sont maintenant aussi puissantes que des petits ordinateurs des années 90. On a aussi des défis qui sont nouveaux, en particulier le problème du développement durable et de l'impact sur l'environnement de l'industrie de la mode, qui est absolument inévitable. Et si l'industrie veut survivre, il va falloir qu'elle s'y penche. On a eu une action politique au G7, on va voir où ça va. Et on a aussi les conditions de travail des ouvriers et des ouvrières dans cette industrie. Et si on regarde en bas, on a les marques qui essayent de se réinventer. Donc ici, on a une mannequin célèbre sur laquelle on a peint une robe. Pardon. Donc une évolution de la mode assez intéressante, assez inattendue, exceptionnelle. Anna Kiki, une marque chinoise, donc les marques étrangères arrivent et commencent à s'imposer, où en fait toutes les créations sont faites par des intelligences artificielles. Et on va voir quel va être l'impact sur l'industrie. Et enfin, on va voir Bernard Arnault ici avec une évolution de la financiarisation de la mode. Donc LVMH, plus grosse capitalisation boursière en France, une des plus grosses en Europe et au monde. Et pour un pays comme la France, ces industries sont absolument centrales historiquement et aussi économiquement. Alors, on sait, enfin, on sent, et beaucoup de gens ont senti historiquement que la mode, c'était quelque chose d'extrêmement important. Et que c'était lié soit à notre inconscient collectif, soit, comme dirait Durkheim, à notre conscience collective. Et on a essayé de faire des liens entre l'évolution de la mode au sens du vêtement et l'évolution économique. Alors peut-être, je ne sais pas si vous connaissez l'existence alors en anglais c'est Hemline Index, en français on dit l'indice de l'ourlet. L'ourlet des robes et des jupes qui va être corrélé ici à l'activité économique. Donc plus elles sont courtes, plus l'économie va bien. Alors, ne me demandez pas comment ça fonctionne, parce que voilà. Mais des économistes très sérieux qui ont essayé de... Et après, il y a eu d'autres études qui ont prouvé le contraire. Bon, voilà. Donc, ensuite, il y a eu le Lipstick Index, donc l'indice du rouge à lèvres. On va dire, plus l'économie va mal, plus on vend de rouge à lèvres. Et en fait, quand on commence à vendre plus de rouge à lèvres, ça veut dire que l'économie va mal ou va aller pire. Voilà. Donc, et après, on a regardé, par exemple, le vernis à ongles, etc. Donc, il y a quand même cette notion que la mode nous renvoie à quelque chose de très profond dans l'économie et la société. Donc je ne vais pas reprendre la définition. Je voulais juste mettre cette photo de Marcel Mauss parce qu'il a une barbe absolument exceptionnelle que je jalouse. Voilà. Et donc un fait social total ou un fait total, c'est quelque chose qui met en mouvement l'ensemble de la société. Et de ses institutions. Et donc on va voir que la mode, c'est vraiment quelque chose qui se relie à toutes les institutions. Alors dans ce livre, j'avais défini 6 principes qui commencent à la Renaissance et qui finissent dans les années 80. Et ça fait maintenant une quinzaine d'années que je me dis, à un moment ou à un autre, il va y avoir un 7e principe qui va émerger, quoi. Et j'essaye de voir lequel ça va être.
Et comme j'ai dit, ça va être sans doute la virtualisation des corps. Alors, donc la mode, un phénomène social qu'on connaît, mais pas nécessairement un phénomène social total au départ. D'accord ? Et donc, les 6 principes, ce sont les principes d'affirmation, de convergence, d'autonomie, de personnalisation, de symbolisation et d'impérialisation. Et je vais revenir sur ces 6 principes. Alors, le début de la mode, c'est vraiment une histoire de distinction entre classes sociales. Donc, en tant que sociologue, je ne peux pas éviter de parler de classe sociale. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi la notion d'individu. Donc, c'est une façon pour nous, en tant qu'individu, ça vous le savez, de projeter une identité. Par ailleurs, même ceux d'entre nous qui ne s'intéressent pas à la mode, enfin, en tout cas qui le prétendent, ou qui s'inscrivent dans l'anti-mode, par définition sont reliés au système de la mode. C'est très difficile d'échapper. À un moment dans l'histoire européenne, la mode, le vêtement se sépare de ce qu'on appelait les lois somptuaires, qui sont des règles très formelles de la façon de s'habiller. Par exemple, certaines couleurs n'étaient pas autorisées, certains matériaux étaient réservés à certaines classes sociales, etc. À partir d'un moment, donc les lois somptuaires continuent à exister, mais certaines classes sociales et certains groupes sociaux décident de ne plus s'en occuper. Et ça arrive à la Renaissance. C'est une façon donc pour les bourgeois d'imposer leur pouvoir financier à l'aristocratie, qui s'appauvrit peu à peu et qui n'arrive pas à suivre, en fait. Voilà. Et donc là, on a dans ce mouvement une sorte d'annonce des révolutions politiques à venir. Donc on voit déjà comment la mode, en tant que vêtement, en tant qu'expression d'une réussite économique, annonce aussi des changements politiques très profonds qui vont se produire un peu plus tard. Donc ça, c'est le premier élément, le premier principe. Un exemple, et donc c'est quelque chose qui concerne les classes sociales, mais aussi les sous-cultures ou les groupes sociaux. Alors, je ne sais pas si vous reconnaissez, donc en haut, on a quelque chose ce qui était là dans les années 60, 70, les mods, voilà. Donc, et ensuite, le reggae. Et ces deux-là, et la culture Rasta, et ces deux sous-cultures, en 1976, ont fusionné pour donner une autre culture, qui était la sous-culture des punks, et qui, à partir de là, a été reprise par la mode. Par la mode professionnelle d'une couturière anglaise, Vivienne Westwood. Voilà. Et donc on voit comment on a des sous-cultures, il y a une dynamique de sous-cultures qui émerge, une forme d'hybridisation, et ensuite une reprise par l'industrie. Et de ce point de vue-là, la mode, c'est une industrie qui est très puissante et qui est habituée à reprendre ce qui se passe dans la société et à créer du profit à partir de ça. Et on peut parler aussi de l'appropriation culturelle, qui est un gros débat dans l'industrie. Donc, ce premier principe, il est extrêmement important, et c'est le principe fondateur. Et il résout cette tension entre notre besoin d'imiter, de faire partie d'un groupe, donc d'imiter les autres, leur façon de parler, leur façon de s'habiller, de marcher, et une autre tendance qui est de se distinguer. Donc on a envie de se distinguer, on a envie d'être différent. On a envie d'être pareil, mais en même temps, on a envie d'être différent. Mais comment on fait ? Et c'est la mode qui vient résoudre ce problème. Donc on est similaire à son groupe d'appartenance, mais on va se distinguer un petit peu. Et c'est ce mécanisme et cette tension qui va lancer le phénomène de la mode. Alors la mode, ce n'est pas uniquement le vêtement. Il y a un exemple qui est assez connu et que j'adore, celui des prénoms. Donc ça, c'est mon prénom. Donc rien qu'en regardant ce graphe, ça vous donne une idée de quand je suis né. Donc, mais moi, j'étais sur la fin de la courbe, hein, donc plutôt vers les années 90. Voilà. Et donc, on voit là un prénom, Frédéric, qui émerge. Et à un moment, il y a un plateau. On ne sait pas très bien si ça va continuer à monter ou à descendre. Et puis ça s'effondre. Et à partir des années 80-90, c'est un prénom qui n'est plus du tout à la mode. Et ce qui est intéressant dans cette courbe, donc, qui est le nombre d'enfants en France qui ont reçu le prénom Frédéric par année, c'est à quel point elle est propre. Il faut quand même se rendre compte qu'on parle de choix de millions d'individus. Donc, et on voit que ça monte très régulièrement. Ensuite, il y a un plateau, ça monte, ça descend, et ensuite, ça descend très régulièrement. C'est pas qu'il y a des soubresauts, des éléments aléatoires. Imaginez quand même qu'on a des éléments comme ça d'agrégation. Ça, c'est le nom de mon fils, Victor, et donc, qui était un prénom qui n'était pas du tout à la mode pendant 40 ans, qui était très à la mode dans le passé, et qui est revenu très en force. Voilà. Donc les modes, elles montent, elles descendent, elles disparaissent, et parfois elles reviennent. Et donc maintenant, j'espère que Frédéric va revenir un jour ou l'autre, probablement d'ici une vingtaine d'années, hein, donc je pense qu'on n'y est pas encore.
Ceux qui ont des enfants bientôt, c'est un très joli prénom, allez-y. Le deuxième principe, c'est celui de la convergence, qui est quelque chose d'exceptionnel, qui est arrivé, donc on a mentionné Louis XIV dans la présentation précédente, donc quand même un rôle extraordinaire dans l'histoire de l'humanité. À partir d'un moment, les tendances commencent à s'organiser d'un point de vue géographique. Dans le passé, chaque cour avait ses propres modes. Et ce qui arrive avec la puissance de Louis XIV, c'est une convergence des modes sur un lieu géographique spécifique, qui était Paris plus Versailles à l'époque. Et ce qui est incroyable, c'est quelque chose qui est arrivé il y a plusieurs siècles. Et encore là, donc si on regarde c'est une étude que j'avais faite avec Vogue, qui était sur la classification, le classement des capitales de la mode, donc depuis 2010 jusqu'avec des projections jusqu'en 2030. Et on voit quand même que Paris, qui était déjà là il y a un moment, est encore là. Et après, on a toujours New York, Londres et Milan. Donc c'est le top 4. Et ensuite, on a des villes qui essayent de rentrer, donc comme Tokyo, Los Angeles, Moscou, Shanghai, Beijing, Madrid, etc. etc. Mais le fait qu'on ait quelques capitales de la mode, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Et Nietzsche parlait d'une globalisation à travers la mode. Donc pour Nietzsche et pour des sociologues, la mode, elle indique cette globalisation. Le troisième principe, Marie-Antoinette, est une styliste qui mériterait d'être plus connue, qui est Rose Bertin, qui est en fait la styliste qui a réussi à imposer les créatrices et les créateurs comme étant celles et ceux qui décident quelles sont les tendances. Dans le passé, c'était vraiment les puissants et les puissantes de ce monde qui décidaient. Mais avec l'aide de Marie-Antoinette, elle a réussi à s'imposer. D'ailleurs, elle a survécu à la Révolution. Et donc Rose Bertin est celle qui crée ce principe d'autonomie stylistique et esthétique de la mode. Le quatrième principe, c'est celui de la personnalisation. À un moment, donc Rose Bertin a commencé, et puis à un moment, au 19e siècle, il y a eu un petit moment de flottement où les créateurs et créatrices ont commencé à disparaître, et ils sont revenus à la fin du 19e, encore grâce à un pouvoir impérial, qui était celui de Napoléon III. Et donc ce créateur, qui a aussi une moustache extraordinaire, Charles Frederick Worth, qui était un Anglais qui est venu à Paris. Donc ce qui est intéressant, c'est l'attractivité de Paris à l'époque, et qui a habillé l'impératrice. Voilà. Mais c'est son nom qui s'est imposé, et il a tout fait pour pouvoir se promouvoir. Donc, par ailleurs, il a aussi essayé d'effacer le nom de Rose Bertin des livres d'histoire. Donc on en parle d'ailleurs dans la bande dessinée, et de dire que c'est moi qui ai inventé la mode moderne, c'est pas Rose Bertin. Voilà. Mais ce qu'il a fait, c'est lui qui a inventé les institutions qu'on connaît, comme le défilé de haute couture, les mannequins. Sa femme était d'ailleurs la première mannequin connue, Marie Vernet. Cette personnalisation, elle cache souvent la réalité de l'industrie. Ça, je voudrais vraiment insister, puisqu'on a, on a le rêve, la fiction. La mode, le luxe sont des mondes de rêve. Et on a cette fiction. Il y a pas mal de films sur des créatrices et des créateurs célèbres. Ici, vous connaissez Coco Chanel, voilà. Mais la réalité, elle est complètement différente. On a des ouvrières et des ouvriers qui souffrent, qui sont très mal payés. On a des mannequins, on a des photographes, on a tout un monde de professionnels. Mais cette personnalisation, elle a commencé, elle s'est imposée, et elle a lancé un mouvement plus général dans l'industrie, qui est celui d'une forme d'autonomisation complète de ce que c'est qu'une marque. Au début, une marque, c'était vraiment des gens qui travaillaient concrètement sur des objets. Et puis à un moment, c'est devenu un nom. Un nom qui est relié à quelque chose d'autre, à des produits peut-être, qui peuvent être sous-traités. Et cette transformation, cette symbolisation, elle est arrivée... Alors il y a pas mal de précurseurs donc, dans l'entre-deux-guerres, mais c'est vraiment Yves Saint Laurent. À partir du moment où il crée Yves Saint Laurent, ou Saint Laurent Rive Gauche, qui est sa première ligne de prêt-à-porter, et donc, où il va au-delà de la haute couture. Et on a cette émancipation complète de la marque. Et donc, la mode devient un système de sens. Pas pour rien que Roland Barthes, le célèbre sémioticien, a écrit à cette époque, parce que c'est ce qui était en train d'arriver. Et toute la tradition postmoderne de pensée, elle vient de là aussi. Donc, Yves Saint Laurent, très, très important. Et ce qui s'est passé, c'est que cette époque qui semblait merveilleuse, enfin, on avait tous accès, tous et toutes, à une quantité quasiment infinie de vêtements à des prix abordables. Ça a lancé un nouveau mouvement, qui est celui plus tard de la mode rapide, et un impact sur l'environnement qui est absolument effrayant.
pour vous dire une étude récente qui dit qu'il y a assez de textiles sur la planète à l'heure actuelle. Si on arrêtait de produire du textile demain, on pourrait tenir au moins 2 générations, simplement avec la quantité de textile qu'on a sur la planète. Donc pour vous dire, donc 2 générations, pour 8 milliards de personnes. Et le dernier mouvement dans les années 80, c'est celui de alors j'ai appelé ça l'impérialisation, qui est l'émergence des grands conglomérats dans l'industrie. En 87, c'est la création de LVMH. Avant ça, la mode, c'était une industrie complètement fragmentée, avec des créateurs indépendants. Et le pouvoir financier a commencé à s'imposer. Ça a suivi un mouvement qui est apparu dans d'autres industries, donc la publicité, etc. Et les 2 grands groupes de luxe, que sont LVMH et donc Kering, qui avant était PPR, ont lancé un mouvement. Et dans l'ensemble de l'industrie au niveau de la planète, vous voyez d'autres pays qui essayent de faire la même chose, comme PVH aux États-Unis, Michael Kors, etc., etc. Donc ce mouvement de financiarisation, c'est là que je m'étais arrêté dans le livre précédent. Et je me suis dit, bon, où est-ce qu'on en est dans cette industrie? Est-ce qu'on s'arrête à la finance, quoi? Est-ce qu'il n'y a rien d'autre? Et une croissance de l'industrie sans fin. Je dis, il y a apparemment un nouveau acronyme au CAC 40 qui est CAL, qui est Kering, L'Oréal, Hermès et LVMH, qui couvrent 25% de la capitalisation du CAC 40. Ce qui était inimaginable il y a 10 ans. Donc il faut voir que LVMH, maintenant, c'est 3 fois Total ou quelque chose comme ça. Et c'est là que quelque chose arrive, qui est que ces grands groupes qui sont très puissants commencent à investir dans les technologies. Et ils investissent au même niveau que des grands groupes américains de la Silicon Valley, comme Google et autres. Si vous allez au salon Vivatech, LVMH, L'Oréal et autres sont centraux. Ce qui est quand même étonnant, parce qu'on s'attendrait à avoir d'autres compagnies high-tech. Mais en fait, c'est des compagnies de luxe qui sont là. Pourquoi? Parce qu'il y a des technologies très avancées pour les cosmétiques, donc l'humeur magique, etc. L'utilisation de l'intelligence artificielle, et parce qu'il y a de nouvelles technologies comme la réalité virtuelle, la réalité augmentée qui commencent à arriver. Et ces grands groupes veulent se positionner avant les autres. Et ils deviennent maintenant des concurrents des grands groupes technologiques de la Silicon Valley. Jusqu'à présent, quand on parlait de technologie dans la mode, et ne serait-ce qu'il y a 5 ans, ou même 4, on pensait d'abord aux ventes en ligne. Et la mode a mis vraiment longtemps à vendre en ligne, le luxe pareil, parce qu'on disait c'est pas possible, les gens ne vont jamais acheter en ligne. Il y a ne serait-ce que 7 ans, on disait ça. Et on pensait aux réseaux sociaux. Donc ici, vous avez la liste des... Vous les reconnaissez? Bon, Lena Situation, qui est devenue l'influenceuse la plus influente, c'est un peu un pléonasme. Tautologie, pardon. Ouais. Elle est... voilà, donc sa valeur est mesurée à 4,7 millions. Donc le MIV, c'est une mesure de ce qu'elle crée en fait, pour Dior chaque année. Voilà. Et après, Chiara Ferragni, qui était l'ancienne plus importante, maintenant elle est numéro 3. Et ce monde d'influenceurs et d'influenceuses, ça semblait être la dernière frontière de la technologie. Et ce qui s'est passé, c'est que, je vais vous montrer des chiffres, on a fait une étude là-dessus, à partir de 2020, donc, et avec la pandémie, tout un tas de projets qui étaient dans les cartons depuis 2015 ont commencé à apparaître et les entreprises ont investi énormément. Et j'ai appelé ça les 7 technologies. Donc c'est comme les 7 samouraïs ou les 7 mercenaires. Et donc on a la réalité virtuelle, l'intelligence artificielle, la réalité augmentée, blockchain, des nouveaux matériaux intelligents, ou pas, mais en tout cas qui peuvent remplacer aussi, par exemple, le cuir, comme le cuir fait à base de champignons, la robotique, donc l'arrivée des androïdes qui vont remplacer sans doute vendeurs et vendeuses, et ensuite les objets connectés avec les capteurs sur le corps. Donc toutes ces technologies, les 7, questionnent la relation du corps à la mode. Et donc ce qu'on voit, ce qui se passe, c'est que le principe qui se met en place, peut-être le 7e, autour de cette technologie, est un questionnement complet de ce que c'est qu'un corps, ce que c'est qu'une présence dans la mode. Réalité virtuelle, donc vous avez vu ce qu'a fait Meta ou Facebook, donc tout le monde rigole parce que Mark Zuckerberg n'est pas capable de mettre des jambes sur des avatars, et c'est pas très beau ce qu'il fait, mais en tout cas, ça semble être quand même l'avenir, mais le corps disparaît. Intelligence artificielle associée à la robotique, on ne parle plus de corps humain, on parle de corps différents. Réalité augmentée, les corps sont littéralement augmentés, visuellement en tout cas. Et pareil pour tout ce qui est nouveaux matériaux
et objets connectés. Donc on a soit des corps qui disparaissent, qui sont virtualisés, soit des corps qui sont augmentés. Ça, c'est le nombre d'initiatives. Donc l'évolution qu'on a traquée depuis 2015, l'évolution est absolument extraordinaire. Donc 2019-2020, on a une explosion des initiatives technologiques dans l'industrie. C'est du jamais vu historiquement. Et la mode n'a jamais vraiment été à l'avant-garde des évolutions technologiques. Mais là, c'est ce qui est en train de se passer. Si on regarde le type de technologie, donc la réalité virtuelle et le métavers sont numéro 1, c'est à peu près 25% des initiatives. Et ensuite, on a l'intelligence artificielle, la réalité augmentée, blockchain, et ensuite on a le reste. Voilà. Si on regarde les pays, là la France est extrêmement avancée sur ces nouvelles technologies par la présence des grands groupes. On a ensuite les grands pays habituels, je dirais, de l'industrie. Donc le Royaume-Uni à Londres, l'Italie autour de Milan, les États-Unis, en particulier New York et Los Angeles, la Suisse, parce qu'il y a le groupe Richemont qui est présent, et ensuite on a les autres pays. Étonnant de ne pas voir la Chine, mais effectivement, ces initiatives ne sont pas encore là. Voilà, j'ai dit que j'allais finir à temps, et j'y suis presque. Donc voilà. Alors, je vais conclure avec quelques réflexions. Évidemment, le monde que la mode nous ouvre semble absolument exceptionnel. Donc la mode, c'est un fait social total qui a émergé historiquement, qui a commencé avec les histoires d'identité sociale, ensuite qui est du point de vue géographique, mais activités économiques, la dynamique des normes esthétiques. Toutes les normes esthétiques à l'heure actuelle suivent la dynamique qui est apparue dans le vêtement, les dynamiques sémantiques, la dynamique financière. Donc ces 6 principes structurent la mode. Mais ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est qu'il y a de nouveaux défis. Donc quand j'ai commencé à étudier l'industrie, le plus gros défi pour moi, c'était que la mode, c'est quelque chose de superficiel. J'ai dit, pourquoi est-ce que tu étudies ça? Surtout en tant que sociologue, il fallait étudier d'autres sujets. Et maintenant, on me dit, c'est plus le problème de superficialité, c'est un problème que la mode détruit l'environnement. Donc, vous voyez, c'est un problème éthique, mais qui a changé de nature. Donc, les 6 principes actuels semblent laisser émerger un 7e principe qui est lié à cette nouvelle technologie. Et encore une fois, dans toutes ces technologies, la place du corps est mise en question. Soit le corps disparaît, soit il est transformé. Vraiment littéralement, et il me semble que ça correspond vraiment au thème de la conférence. Alors je cherche un nom pour ce 7e principe, parce que maintenant je dois écrire un livre dessus, non? Alors virtualisation, mais ça me semble un peu faire. Alors si vous avez des idées, vous me dites, je suis preneur. Voilà, en tout cas, je vous remercie, et j'ai fini à temps, et voilà. Merci beaucoup.